Alors, regardons si les fonctions qu'on a trouvées vérifient le bon système. Donc, à titre informatif, je vous rappelle qu'en fait, x, c'est une fonction de r dans R, qui a t, associe x de t. Voilà, si on est un petit peu plus précis. Et de même, y désigne une certaine fonction de R dans R, qui a t associe y de t. Bon. Alors déjà, est-ce que x0 plus égale 1? Bon, alors la limite de l'exponentielle 3t quand t tend vers 0 par valeur supérieure, c'est 1. Pour le cosinus, ça tend vers 1, cette expression tend vers 0, et celle-ci tend vers 1. Donc, effectivement, j'ai bien vérifié que la limite de y de t, quand t tend vers 0, t étant strictement supérieur à 0, est égal à 1. Ce qui veut dire que cette condition ici est vérifiée. Bon, je vais le faire pareil à l'oral pour x. Donc ça tend vers 1, ceci tend vers 1, ceci tend vers 0, ceci tend vers 1. Je vais un petit peu vite parce que j'estime que ceci, a priori, ne pose pas une grande difficulté. Donc effectivement, on a aussi limite de x de t, quand t tend vers 0, t étant strictement supérieur à 0, est égal à 1. Voilà. Alors, petite remarque, je vais juste transformer cette expression avec la remarque suivante, 2 sur racine de 2, c'est égal à 2 racines de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Donc ceci étant égal à 2, ceci est égal à racine de 2. Bon, très bien. Ce qui veut dire qu'en particulier, je vais écrire ici comme étant racine carrée de 2. Voilà. Alors, je vais calculer x'. Alors, x' de t, vous pouvez aller un petit peu moins vite, mais sachez que ça va être exponentielle moins 3t, facteur de la dérivée de cette expression ici, donc c'est-à-dire moins racine de 2 sinus racine de 2t, moins 2 cosinus racine de 2t, et moins 3 fois cette expression ici. Donc moins 3 fois cosinus racine de 2t, et plus 3 racines de 2 sinus racine de 2t, et donc u de t. Voilà. Donc si je réécris ça en réunissant les sinus et les cosinus, entre guillemets, alors j'ai donc moins 5 cosinus racine de 2t, et plus 2 racine de 2 sinus racine de 2t u de t. Voilà. Alors, et si je regarde moins 3x moins 2y, alors là c'est pareil, je ne vais pas tout réécrire, je vais simplement raisonner sur les cosinus et les sinus. Donc moins 3x, ça me donne du moins 3, moins 2 ici, entre parenthèses, cosinus racine de 2t, donc là pour l'instant ça nous satisfait, plus, alors, moins 3 racine de 2, c'est-à-dire 3 racines de 2, plus 3 racines de 2, et moins 2 sur racine de 2 sinus racine de 2t, donc moins 2 sur racine de 2 sinus racine de 2t, exponentielle moins 3t u de t. Donc, j'ai moins 5 cosinus racine de 2t, d'accord, plus, entre parenthèses, 3 racines de 2, moins racine de 2, sinus racine de 2t, exponentielle moins 3t u de t. Voilà, donc là, je vous laisse remarquer que ça fait 2 racines de 2. Et donc en particulier, ceci est bien égal à x' de t. Donc là, on est rassuré. On a déjà 3 des 4 conditions qui sont vérifiées. On va vérifier la quatrième. Donc pour ceci, il faut exprimer y' de t. Donc déterminons la dérivée de y de t. Donc j'ai exponentielle moins 3t
u de t. Et puis, donc, on dérive cette partie-là, donc c'est-à-dire moins racine de 2 sinus racine de 2t, plus cosinus racine de 2t, moins 3 fois ce qu'il y a ici. Bon, le moins 3 fois, évidemment, est relatif à ce coefficient moins 3. Donc, c'est-à-dire moins 3 cosinus racine de 2t, moins 3 sur racine de 2, sinus racine de 2t. Voilà. Donc, je réécris ceci, hein, y' de t égale exponentielle moins 3t u de t. Alors, moins 2 cosinus racine de 2t, moins racine de 2, moins 3 sur racine de 2, sinus racine de 2t. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder x moins 3y. De même, x moins 3y. Alors c'est pareil, hein, je vais écrire les coefficients en fait. Essentiellement, là je l'écris en entier, mais quand vous faites ça sur votre brouillon, vous calculez les coefficients devant cosinus et sinus, c'est pas la peine de réécrire toute l'expression, et ce n'est pas la peine non plus de réécrire exponentielle moins 3t u de t. Bon, mais là je vais l'écrire quand même. Alors, x moins y au niveau du cosinus, x moins 3y, pardon, ça donne du 1 moins 3, donc ça donne du 1 moins 3 cosinus racine de 2t. Donc pour l'instant, ça nous rassure, hein, puisque ça fait du moins 2. Plus, donc x moins 3, bah, on a donc exactement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire moins racine de 2, moins 3 sur racine de 2 sinus de racine de 2t. Voilà. Exponentielle moins 3t u de t, et donc ceci est bien égal à y' de t. D'accord? Voilà, donc on a fait les vérifications, donc on peut être rassuré, a priori nos calculs sont corrects. Donc je vais faire maintenant quelques petites remarques sur la validité de la résolution d'un point de vue strictement mathématique, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la précision de quelques points qui, je pense, peuvent être intéressantes pour vous, pour la compréhension et puis aussi pour la vigilance de manière générale quand vous faites des calculs. Alors, sachez que concernant le côté technique, je vous ai donné tout ce dont vous aviez besoin pour résoudre ce système. Néanmoins, il y a plusieurs choses qui ont été passées sous silence d'un point de vue de la rigueur mathématique. Donc c'est là-dessus que je vais finir cette vidéo. Alors je vais peut-être pas être exhaustif, mais je vais quand même faire plusieurs remarques qui me semblent importantes. Voilà, donc j'ai construit la vidéo en deux parties, essentiellement parce que la première partie consiste à vous donner la technique de résolution. Et puis ensuite, je vous ai montré comment on pouvait vérifier effectivement que les fonctions qu'on avait trouvées étaient bien solutions. Et maintenant, je fais un petit aparté pour développer votre esprit critique, en fait, d'un point de vue mathématique. Alors déjà, la première chose qu'on peut observer, c'est que lorsqu'on vous demande de résoudre le système, on n'a pas spécifié qui était x et y. Donc normalement, quand on fait une résolution d'un problème, on spécifie l'ensemble dans lequel on va chercher les solutions. Alors cette remarque, néanmoins, est à modérer pour la raison suivante. Donc étant donné qu'on a affaire à un système différentiel et tel qu'il est posé, les solutions sont à chercher parmi l'ensemble des fonctions qui sont dérivables. Encore faudrait-il préciser le domaine sur lequel on souhaite qu'elles soient dérivables. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le problème lui-même impose en fait des conditions sur les fonctions et donc par conséquent il n'est pas nécessaire de les stipuler, a priori. Donc essentiellement, vous avez vu, on a fait la résolution avec la transformée de Laplace, donc on s'intéresse à des fonctions causales donc qui sont nulles sur R-, et on pourrait considérer que d'une certaine façon, on regarde des fonctions qui sont définies sur R+. Donc on pourrait dire, cherchons les solutions dans l'ensemble des fonctions, en particulier dérivables sur R+, ouvert, c'est-à-dire sur R plus étoile. Nul sur R-, et puis en ce qui concerne 0, y prêter une attention plus particulière. Quelle est la dérivabilité à droite en 0? Quelle est la continuité à droite en 0? Enfin, tel qu'est posé l'énoncé, là on sait que les fonctions sont continues à droite en 0, tout du moins elles admettent une limite à droite en 0.
Donc, ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'on a trouvé des solutions. Donc, on a trouvé des fonctions qui vérifiaient bien les conditions 1, 2, 3, 4. Donc, d'une certaine façon, peu importe la façon dont on a trouvé ces solutions, à partir du moment où, a posteriori, on démontre qu'elles vérifient bien 1, 2, 3, 4. D'accord ? Là, il y a une petite nuance qui est importante et que je veux souligner. Si vous me montrez a posteriori que les solutions que vous avez trouvées vérifient 1, 2, 3, 4, peu importe quelle est la méthode, c'est-à-dire que même si la méthode n'était pas rigoureuse, ça n'a pas d'importance maintenant, puisque vous avez montré que le couple que vous avez trouvé vérifiait bien les conditions. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a trouvé des solutions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a totalement résolu le système ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé l'ensemble de toutes les solutions possibles ? Alors là, par contre, c'est très différent, parce que si vous vous contentez simplement de vérifier à la fin que le couple de fonctions que vous avez trouvé est solution, cela ne permet en aucun cas d'affirmer que vous avez été exhaustif dans votre réponse. Et là, par contre, la méthode qu'on a employée permet de répondre à cette question, mais pour cela, il faut justifier que les outils qu'on a utilisés existent. Et il faut connaître certains théorèmes. En particulier, vous avez vu qu'on a utilisé les transformés de Laplace des fonctions x et y, c'est-à-dire que avant même de commencer la démonstration, si je souhaite utiliser ces outils, il faut que je justifie qu'ils existent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si on trouve des solutions et qu'on arrive à montrer qu'elles sont bien solutions, eh bien, peu importe, en fait, même si les outils qu'on a utilisés n'existaient pas, ce n'est pas grave, puisqu'on a finalement trouvé un couple de solutions. Par contre, si je souhaite montrer l'unicité, dans le cas précis qui nous intéresse, là, je vais être obligé de justifier l'existence des transformés de Laplace, de justifier l'existence des originaux, et de justifier qu'ils sont uniques. Et on va revenir sur ce sens d'unicité, parce qu'en fait, les originaux ne sont pas strictement uniques. Alors déjà, pour justifier l'existence des transformés de Laplace, il suffit que la fonction soit choisie. Donc parmi les fonctions qui vérifient les propriétés telles qu'énoncées dans ce théorème que j'avais présenté au début de la vidéo. D'autre part, dans ces cas-là, les transformés de Laplace et les originaux associés à ces transformés sont uniques. Les originaux étant des fonctions elles-mêmes de la variable t réelle. Un tout petit point de précision, quand on dit que les originaux sont uniques, en fait, si on veut être extrêmement rigoureux, il faut dire que on trouve des originaux qui sont des fonctions. On peut en trouver deux différents éventuellement, au sens des fonctions, mais elles ne diffèrent que en un nombre fini de valeurs, ou alors en un nombre dénombrable de valeurs, ou alors en un nombre de valeurs de mesure nulle. Ceci étant une terminologie que vous avez peut-être déjà entendue, mais je ne vais pas revenir sur la définition car elle demande des notions un petit peu plus importantes. Mais en gros, ça veut dire des originaux sont égaux presque partout. Voilà, retenez cette notion que, donc d'une certaine façon, les originaux ne diffèrent que très peu. Donc on peut considérer qu'il y a une unicité de ce point de vue-là. Et là, j'apporte des précisions mathématiques, mais si on est dans un cadre physique, en général, on choisira la fonction la plus régulière possible. Donc, si vous avez intégré et admis les quelques remarques que je viens de vous faire, il suffit en fait de montrer que x et y sont des fonctions qui vérifient les conditions du théorème, nous assurant en particulier que les transformés de Laplace existent et que leurs originaux sont uniques. Alors, sur le fait qu'elle soit continue par morceaux, ça je vais vous laisser le faire. Donc sur R- étoile, elles sont nulles. Sur R plus étoile, c'est la somme de fonctions indéfiniment dérivables. Et à droite de 0, chacune de ces fonctions admet une limite. Et on pourrait éventuellement étudier la dérivabilité à droite de 0, mais ce n'est pas une nécessité pour répondre à la question présente. Donc, et en particulier, vous allez voir qu'on peut choisir alpha égale à 0, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctions x et y sont bornées, pour la raison suivante, exponentielle moins 3t si t est positif est inférieur en valeur absolue à 1, et les cosinus et les sinus étant en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Par exemple, pour x, on peut majorer x par la somme des valeurs absolues des coefficients devant cosinus et sinus, c'est-à-dire 1 plus racine de 2, et si vous avez envie d'être large, vous dites que c'est inférieur à 10. Et puis pour y, de la même façon, on peut majorer y par la somme des coefficients devant cosinus et sinus. De la même façon, 1 plus 1 sur racine de 2. Et donc, si vous avez envie d'être large, vous dites que y est majoré par 10.
Donc, x et y sont des fonctions qui vérifient les conditions du théorème avec, par exemple, m égale 10 et alpha égale à 0. Ce qui clôt le débat. Alors, dernière observation, il y a beaucoup de tolérance au niveau des notations, enfin des abus de notation en fait. Ce n'est pas grave quand on sait de quoi on parle, mais d'une certaine façon, par rapport à ce chapitre où les notations sont très lourdes, eh bien on fait des petits abus de notation. En particulier, vous voyez ici, comme je l'ai dit, normalement je devrais mettre x de t, y de t. Ici c'est la même chose. Quand je parle de la fonction des transformés de Laplace, en général je devrais mettre L de x évalué en p, et ainsi de suite. D'accord ? Donc simplement garder à l'esprit quelle est la nature des objets que vous utilisez. Par exemple, vous voyez ici L-1 de y, et après j'écris y de t, donc c'est pas tout à fait rigoureux, parce que normalement je devrais écrire L-1 de y évalué en t. Donc quand on sait de quoi on parle, ce n'est pas très grave, mais pour vous, gardez toujours à l'esprit en particulier que lorsqu'on écrit l'égalité entre deux objets, ces deux objets doivent être de même nature, et que par conséquent, on n'écrit pas qu'une fonction est égale à un nombre, par exemple. Voilà ce qui clôture un petit peu les remarques que je souhaitais faire.